Bonjour à toutes et à tous, et désolé pour ce contretemps. Voilà, on abrège. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Lucien Belli, que nous remercions chaleureusement pour sa présence. Lucien Belli, je vous présente brièvement. Vous êtes professeur d'histoire moderne à la faculté de lettres de la Sorbonne. Vous êtes membre de l'Institut de France et donc académicien depuis environ 6 mois, depuis le mois de mars 2023. Vous êtes rattaché à l'Académie des sciences morales et politiques, où vous partagez une fois par semaine des moments avec des personnalités publiques, parfois très célèbres. Vous occupez le fauteuil numéro 5, précédemment occupé par Philippe Levillain, qui était un grand spécialiste du catholicisme et de la papauté, mais également de Fussel de Coulanges, Vidal de la Blache, etc., donc d'illustres prédécesseurs. Vous êtes l'un de nos meilleurs spécialistes de Louis XIV et de son siècle, un long XVIIe siècle. Vous avez dirigé le dictionnaire Louis XIV, par exemple, dans la célèbre collection Bouquin. Vous êtes également l'auteur d'une biographie du roi Soleil, Louis XIV, le plus grand roi du monde, chez Jean-Paul Gissereau. Dans notre livre assez récent et par certains aspects en affinité avec le sujet que vous allez traiter aujourd'hui sur l'usage politique des secrets par Louis XIV, qui s'appelle Louis XIV, les secrets d'État et le pouvoir absolu, chez Talandier. Vous avez écrit de nombreux autres ouvrages, aussi bien généralistes que sur les relations internationales et diplomatiques, qui ont constitué la matière de votre sujet de thèse, sous la direction du grand historien de l'époque moderne et du cheval, puisque nous sommes à Maison Lafitte Daniel Roche, qui est mort assez récemment, thèse à partir de laquelle vous avez publié un livre qui s'appelle « Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV », qui est l'une de vos œuvres maîtresses, si on peut dire, sans parler des articles, etc., que vous avez pu rédiger par ailleurs. En 2021, vous avez publié un gros livre de plus de 600 pages aux éditions des presses universitaires de France, qui va constituer l'essentiel du propos de la conférence d'aujourd'hui, et dont on a repris le texte, évidemment, pour l'annonce de la conférence. Un livre, donc, je le cite évidemment, Louis XIV, Le fantôme et le maréchal Ferrand. Un livre passionnant et somme toute assez étonnant, original en tout cas, qui permet de relier la petite histoire, la micro-histoire, si on reprend un terme à la mode dans les années 70-80, notamment en Italie, celle de François Michel, un maréchal Ferrand de Salon de Provence, tout ce qu'il y a de plus banal et de plus moyen, pourrait-on dire, qui reçoit la visite sous la forme d'apparition, à plusieurs reprises, d'un fantôme qui lui livre un secret dont il doit informer le roi, sous peine de mourir s'il ne le fait pas. Et la grande histoire, celle de l'état royal, de la cour de Versailles, de la circulation de l'information, du fonctionnement de la presse et de la prévention des superstitions et des phénomènes surnaturels, aussi bien dans le clergé, dans la noblesse, que dans le peuple, donc dans les différents ordres sociaux qui constituent la société moderne. Évidemment, Salon de Provence est la ville de Michel de Notre-Dame, plus connue sous le nom de Nostradamus, celle dans laquelle il est mort, en tout cas, s'il est né à Saint-Rémy, juste à côté. Ce médecin apothicaire visionnaire, auteur de célèbres quatrains et de sentences auxquels on a longtemps attribué, et on continue à le faire parfois dans certains milieux un peu marginaux, disons, des atours et des attributs prophétiques. Nostradamus, personnage à la fois très différent du maréchal Ferrand qui va nous occuper aujourd'hui, mais aussi proche par son enracinement dans ce qu'on a pu appeler la Provence mystique et par la circulation de ses histoires, de sa légende personnelle, de celle qui s'est créée jusqu'au sommet de l'État français. On a même pu dire que le fantôme était celui de Nostradamus. Mais il y a d'autres théories. Je ne vous en dis pas davantage, je donne la parole tout de suite, pendant environ 1h30, au grand historien Lucien Belli, que je remercie encore très sincèrement de sa présence parmi nous, qui va nous raconter cette histoire à la fois érudite, politique et un peu fantastique, et parfois assez drôle aussi. Après quoi, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Voilà. Merci à tous. Encore désolé pour ce contretemps technique et une très bonne conférence. À tous. Et à la suite de la conférence, vous pourrez acheter le livre de M. Belli auprès de notre libraire partenaire. Merci de cette présentation très juste, très vive et qui correspond bien à ce que j'ai voulu faire. Pardonnez un peu ma voix, c'est ma première semaine de cours et vous voyez, on n'est pas indemne d'une reprise devant les étudiants. Merci Monsieur le maire d'être ici, merci à tous. Donc, je vais donc vous
parler d'une affaire un peu bizarre, mais dans la présentation qui vient d'être faite, il est question du cheval. Et d'une certaine manière, nous sommes dans le monde du cheval. Hein, vous voyez la couverture, il y a un cheval, c'est un maréchal ferrant. C'est pas inintéressant. Hein, vous voyez, j'ai développé ça. J'avais fait venir d'ailleurs Daniel Roche pour qu'il nous présente un peu devant les étudiants les maréchaux ferrants, parce que le monde de la forge est un monde un peu mystérieux. Il y a le feu, c'est quelqu'un qui maîtrise le feu, le maréchal ferrant. Puis le cheval, c'est un peu un être à la fois mythique, un peu et nécessaire. Hein. Il est à la fois utile et merveilleux dans une société qui a tellement besoin des chevaux. Donc c'est une très bonne introduction de mettre en avant cette idée du maréchal ferrant. Le fait que ce soit un maréchal ferrant n'est peut-être pas sans importance, et d'une certaine façon, quand il est à la cour, c'est un détail, je n'en parlerai pas, mais il est reçu par le premier écuyer, Monsieur le Grand, par le grand écuyer, Monsieur le Grand, un prince lorrain, et ils s'entendent bien, vous voyez, ils ont le même langage. Louis XIV lui-même est un homme de cheval, hein, il choisit ses chevaux, il les dresse lui-même. Donc, on voit bien qu'au-delà du fantôme, qui va être un peu la passerelle entre cet homme du peuple hein, et le plus grand roi du monde, eh bien, il y avait aussi ce monde du cheval, et c'est peut-être pas un aspect sans importance. Donc, on l'a déjà évoqué, c'est donc à la fin de 1696, un maréchal ferrant de Salon en Provence, comme on disait à ce moment-là, qui s'appelle François Michel, affirme avoir entendu une voix, peut-être vu un fantôme, qui lui a donné l'ordre de se rendre auprès de Louis XIV pour lui porter un message. Sur les indications du spectre, il se rend chez l'intendant de la province, qu'il fait partir avec une troupe de soldats. La nouvelle de cette apparition se répand très vite, en particulier en Europe, nous allons le voir, et on l'associe également tout aussitôt à des vers de Nostradamus, que nous verrons tout à l'heure, qui a vécu autrefois à Salon. L'artisan arrive à Versailles, il est reçu par un secrétaire d'État, et il a, dit-on, une entrevue, peut-être deux, avec le roi lui-même, qui exprime publiquement son estime pour le voyageur. Je reprendrai tout ça dans leur détail, mais oui, c'est un peu le minimum de quoi on est sûr. Hein. C'est pas énorme. Le maréchal ferrant rentre à Salon, ne livre jamais le secret de sa mission. Le monarque n'a jamais non plus donné la moindre indication sur ce qui s'était dit. Cette affaire a fait naître bien des hypothèses sur le moment, où elle a été très médiatisée, d'une certaine manière. Les années suivantes, c'est une affaire qui réapparaît finalement périodiquement. C'est pas un événement, c'est pas Jeanne d'Arc. Hein. Jeanne d'Arc, elle a changé l'histoire de France. Là, on ne voit pas très bien quelles ont été les conséquences de ce petit fait, hein, qui est un peu... C'est à la fois une nouvelle extraordinaire et un fait divers, d'une certaine manière. Et ça m'amène à dire pourquoi j'ai traité ce sujet. C'est une lecture de Saint-Simon. Hein, nous allons parler avec quelqu'un dans le public. Des pages admirables hein, de Saint-Simon qui raconte sa jeunesse au temps de Louis XIV. Alors, en 1696, il est encore jeune, hein, donc il n'a pas d'informations personnelles sur l'affaire. Je pense qu'il n'a pas vu le maréchal ferrant. Il se trompe même sur la date. Hein, vous voyez, c'est pour ça que si vous voulez le retrouver, il faut aller, je crois, à 1699. Donc, vous voyez, ça prouve qu'il n'est pas très sûr de lui. Mais il présente les faits avec beaucoup de prudence. Il en donne, vous le verrez, on le verra tout à l'heure, une interprétation. Hein, et les pages sont admirables, là, parce que il donne presque une vision, sa vision des faits. Et Arthur de Boilly, que vous voyez en bas, qui est l'éditeur de Saint-Simon au XIXe siècle, a repris tout le dossier, a donné beaucoup de documents, comme il le faisait souvent, après le texte de Saint-Simon. Donc c'était déjà, vous voyez, Boilly lui-même a donné une analyse historique très, très, très solide. Alors, je me suis mis à travailler, c'est un peu après que j'ai découvert qu'il y avait un livre merveilleux, écrit par un ancien instituteur qui, je touche du bois, vit encore. Il a fêté récemment ses 100 ans,
très remarquable. Je l'ai vu après le livre, hein, il fait toujours de la culture physique, et comme il me l'a dit, je me lève sans m'appuyer à un fauteuil. Et il avait publié ce petit livre, François Michel, de Salon de Provence, un livre très bien, tout petit, mais où il a tout vérifié. Tout vérifié, même le temps qu'il faisait, le jour de l'apparition, il a demandé au météorologue de retracer l'état du ciel pour savoir s'il y avait de la lumière, par exemple, s'il y avait la lune, vous êtes en hiver, donc quel pouvait être le temps qu'il faisait. Oui, donc c'est admirable, très bon petit livre, surtout centré sur Salon de Provence, vous voyez, sur où il habitait, où il a trouvé l'endroit où il habitait, j'y suis allé aussi, hein, et c'est intéressant. Donc vous voyez, c'est surtout un enracinement local, et il a trouvé en plus un document très remarquable qui se trouve à Lyon, qui était inconnu, un très long récit de cette affaire. On ne sait pas par qui, mais vous voyez, très long récit et très remarquable, avec beaucoup de détails. Donc, un livre bien intéressant. Alors, je me suis également fondé sur une autre affaire qui est un peu semblable, qui avait été étudiée par mon ami Philippe Boutry, avec un psychanalyste, plutôt avec un psychanalyste, sur une histoire d'une apparition à un paysan de Galardon, au sud de Paris, je crois, Galardon, et qui avait vu l'archange Raphaël en 1816, au temps de Louis XVIII, et là aussi il avait demandé une entrevue avec Louis XVIII. Louis XVIII l'avait reçu, on avait vérifié qu'il n'était pas fou, il était passé, il y avait eu un examen médical pour savoir s'il n'était pas complètement dingue, mais on avait dit qu'il ne l'était pas, donc Louis XVIII l'avait reçu, il a dit quelque chose à Louis XVIII qui a beaucoup visiblement troublé Louis XVIII, et Louis XVIII lui a demandé de toucher sa main, puisque cette main avait touché celle de l'archange, vous voyez, en quelque sorte. Alors le paysan de Galardon est devenu un peu chef de secte, et il est mort un peu bizarrement, mais enfin vous voyez, il y a une sorte de continuité dans ce genre d'histoire. Alors ça s'inscrit également dans une histoire plus globale des fantômes, des revenants, très sérieuse, hein, pour le Moyen-Âge, le très beau livre de Jean-Claude Schmitt, Caroline Callard, ma collègue, qui a publié un livre sur les spectralités de l'âge moderne. Vous voyez comment toute l'Europe a connu des spectres, en quelque sorte, et des histoires de spectres. Et comme vous l'avez déjà dit, cela s'inscrit aussi dans cette histoire de Nostradamus, hein, le médecin des âmes, pour reprendre l'expression de Denis Crouzet. Qu'est-ce que c'est que Nostradamus? C'est de la poésie, en quelque sorte, incompréhensible, mais dans laquelle des générations et des générations ont essayé de découvrir le futur, en quelque sorte. Hein, et c'est ça le mystère de Nostradamus, périodiquement. On relit, on analyse de nouveau ces poèmes de Nostradamus. Donc le fait que ce soit Salon de Provence, Salon en Provence, n'est peut-être pas non plus innocent. Nous l'évoquons tout à l'heure. Alors vous le voyez, ça s'inscrit aussi, je dirais, dans cette histoire du prophétisme qui enveloppe les rois et les reines. Et bien sûr, la plus belle histoire, c'est celle de Jeanne d'Arc, hein, cette rencontre entre une jeune fille venue du peuple et le souverain, afin de communiquer à celui-là un message secret qui rassure, en quelque sorte, qui donne une nouvelle légitimité au prince. Et dans le cas de Louis XIV, je vous le dis tout de suite, parce que je risque de l'oublier, je pense que ça a eu de l'importance. Vous voyez, ça faisait très longtemps qu'il régnait, hein, on était dans une situation épouvantable, hein, c'est une guerre qui n'en finit plus, elle a commencé en 88, on est en 97, 96, 97, il y a eu une crise démographique, une crise économique terrifiante, donc d'une certaine manière, Louis XIV aussi probablement attend un signe du ciel, et il est bien content peut-être d'avoir un homme qui a entendu quelque chose, hein. Il attend que Dieu lui dise, c'est parfait, hein, je vous mets 20, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas si facile de gouverner, donc ça fait 50 ans qu'il est là en train de dire oui ou non, et c'est pas toujours facile. Donc vous le voyez, j'ai souvent repris l'idée d'Alphonse Dupron qu'il pouvait y avoir là une forme de recharge sacrale, vous voyez, de très longtemps après le sacre, c'est une façon de donner, hein, une nouvelle onction en quelque sorte à un homme dont les décisions comptent, hein, même s'il est conseiller, c'est un roi. Alors cet événement a fait beaucoup de bruit parmi le peuple, c'est ce que dit une gazette, hein. C'est un événement qui a fait beaucoup de bruit parmi le peuple, et c'est déjà la première chose qu'il faut noter, c'est-à-dire que c'est
nous avons beaucoup de récits dans les gazettes du temps, mais les gazettes européennes, pas dans les gazettes françaises. On ne trouve rien dans les 3 principales gazettes, c'est-à-dire la Gazette de France, le Mercure Galant et le Journal des Savants, on ne trouve rien. C'est à l'étranger qu'on en a parlé. Et beaucoup, très longtemps. Vous voyez par exemple la Gazette d'Amsterdam, dès le 22 mars 1797, on parle de l'affaire du maréchal Ferrand qui a fait beaucoup de bruit parmi le peuple. Il y a le Mercure historique et politique. Vous voyez, c'est un peu comme ça que se présentaient les gazettes. Vous voyez, c'est presque des petits livres, des périodiques en quelque sorte. C'est très différent de nos journaux. Vous voyez, ça coûte cher aussi. Également les lettres historiques qui en ont parlé, et souvent à plusieurs reprises. Vous voyez, on en parle un mois, on en parle un... Et ce sont des journalistes, vous voyez, plutôt des lettrés là. Vous voyez, c'est plutôt des périodiques pour des gens qui savent lire, qui savent bien lire. Ça ressemble plutôt à des livres. Donc on trouve, ça a 2 caractères et c'est important. D'abord, ce sont souvent des protestants réfugiés à l'étranger. Vous vous souvenez qu'il y a eu la révocation des Nantes en 1685. Beaucoup d'intellectuels, de professeurs, de savants sont partis à l'étranger. Et ils publient à l'étranger en français. Vous voyez, c'est un peu la France de la résistance, qui considère que Louis XIV, c'est un affreux tyran, qu'il faut trouver tous les moyens de l'affaiblir et pour pouvoir rentrer, pour qu'il permette à ces gens de retrouver leur famille, leurs biens, leur père, etc. Donc vous voyez, ce sont souvent des protestants, c'est important. Et en même temps, ces protestants sont souvent hostiles à Louis XIV et aident les ennemis de Louis XIV. Donc ils sont très vigilants vis-à-vis de ce qui se passe en France. Et à mon avis, beaucoup de ces protestants pensent que cette affaire, ça peut être dirigé contre eux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sentent que, vous voyez, ça sent le catholicisme exacerbé. Ça vient de la Provence. Vous avez parlé de la Provence mystique, c'est-à-dire que vous voyez, la Provence est un lieu très catholique, environné de provinces qui sont beaucoup plus protestantes. Vous voyez, les Cévennes, le Dauphiné. Donc, c'est un peu des lieux où on a un catholicisme très fort. Et donc, que ça vienne de cette Provence-là, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, comme si, finalement, les protestants ont un peu peur de cette affaire, et ils en parlent avec un peu d'inquiétude. Et en plus, c'est l'histoire fantôme. Donc, vous voyez, ils sont plutôt des esprits rationalistes, sont des esprits savants. Donc, pour eux, c'est un peu de la blague. Et il y en a un qui dit, je vous parle du fantôme, mais j'espère que c'est pour la dernière fois. C'est-à-dire qu'il faut en parler parce que les lecteurs adorent ça. Mais en même temps, c'est quand même une forme de superstition. Donc, vous le voyez, c'est par là que les nouvelles ont circulé en Europe. Et la chose étonnante, c'est que finalement, on n'en parle pas plus, alors que ça a eu tellement d'importance à ce moment-là. Et en revanche, il y a beaucoup de publications populaires qui ont évoqué cette histoire. Alors, en particulier, vous voyez cette gravure dont on dit qu'elle a été interdite par le lieutenant général de police. Et ce qui est étonnant, vous voyez, c'est qu'on montre François Michel. Souvent, on n'a pas de portrait pour des ducs et pairs, pour des maréchaux de France. Pour lui, on a des tas de portraits. C'est vous dire à quel point c'était une vedette. C'était quelqu'un auquel on s'est intéressé. Alors, pourquoi cette gravure a été interdite? Alors, vous voyez d'abord, il y a un portrait, il est pas mal pour un maréchal Ferrand. Vous voyez, on va souvent le représenter avec un habit plutôt bourgeois. Mais vous voyez ici, il y a une scène. C'est la scène de l'apparition. Et il y a un commentaire. Et c'est ça qui gêne le pouvoir royal. À la limite, il n'aurait pas eu beaucoup de panique, grand-chose à ça. Voilà, j'ai grossi. Voilà ce qui est écrit. C'est un texte de Nostradamus. On assimile, vous voyez, l'apparition, le portrait de François Michel, à un texte de Nostradamus. Le pénultième du surnom de prophète prendra Diane pour son jour et repos, loin vaguera par frénétique tête et délivrera un grand peuple d'impôts. Alors bon, vous voyez, le journaliste a expliqué tout. Il a trouvé un sens à tout. Mais pourquoi pas? Mais ce qui gêne le pouvoir royal, c'est la dernière phrase. Et délivrera un grand peuple d'impôts. Vous voyez, quand on commence à dire des choses comme ça, vous imaginez le gouvernement royal qui est en pleine guerre, c'est jamais très bon. Ça fait un peu subversif. Donc on comprend que
le pouvoir royal a surtout réagi à cette assimilation entre l'affaire de Salon et un texte de Nostradamus qui avait une portée forte, d'autant plus que cette guerre, qu'on appelle la guerre de d'Augsbourg, avait suscité un nouvel impôt, qu'on appelle la capitation, un impôt plutôt juste, un impôt proportionnel à la fortune. Le premier contribuable de France était le dauphin, fils du roi. Oui, c'est plutôt un bel impôt, par tête, capitation, caput. On avait établi des classes, et selon son rang social, selon sa fortune, on était classé, on payait. Donc oui, c'était un impôt révolutionnaire par rapport aux impôts anciens où finalement il y avait ceux qui travaillaient qui payaient. Les nobles ne payaient pas, le clergé ne payait pas, mais là le clergé non plus ne paye pas. Mais disons les nobles, vous voyez, les ducs payent au maximum. Vous voyez, c'est les plus importants de la société payent. Donc c'est un impôt qui a fait grasser des dents. En particulier Saint-Simon, lisez Saint-Simon, c'est des impôts. Vous voyez, puis les ducs, ils trouvent ça ignoble qu'on ose taxer les ducs. C'est pas possible, le monde n'est pas à la renverse. Donc il n'était pas content. Mais également, le roi a promis que ce ne serait que pendant la guerre. Donc vous voyez, il y a aussi cette idée, est-ce que ça va durer encore longtemps, cet impôt? Et ça peut être aussi lié à cela, c'est-à-dire que va devenir la capitation qui a été créée en 1695. Une feuille imprimée, vous le voyez, enfin il y a des feuilles imprimées, voici également, vous voyez, une chanson qui raconte, je vous prie d'approcher pour entendre chanter une nouvelle que je vais réciter qui est très belle, et c'est la vérité, que vous saurez que dans le salon, ville de grand renom, il y avait un homme, sage et de probité, son nom sera donné s'il vous plaît d'écouter, etc., etc. Et une gravure un peu naïve, vous voyez, là on voit c'est plutôt un homme, vous voyez, un homme qui tient un cierge. Là, c'est plutôt l'interprétation. Mais si on revient à d'autres images, voilà, une image de François Michel, de nouveau, vous voyez, plutôt bien habillé, pour un maréchal Ferrand. Nous verrons tout à l'heure une autre représentation. Vous imaginez un maréchal Ferrand habillé comme ça. Alors, ce qui est possible, c'est qu'on l'ait habillé une fois qu'on a été à la cour. Et on lui a mis des habits pas de nobles, mais oui, pas de gentilhomme, mais de bourgeois, de manière à ce qu'il puisse se présenter devant Louis XIV. Il était, vous voyez, il a des grandes manches, c'est très bien. Mais là, regardez, derrière, vous apercevez, c'est la scène qui est ici. Et vous voyez, je l'ai grossi, on voit les maisons de nouveau, il est à genoux, mais là, c'est une femme. C'est une femme qui apparaît. Vous voyez comment progressivement, dans les images et dans l'imaginaire populaire, l'idée c'est que c'est une femme qui est apparue. Alors c'est jamais dit vraiment, parce que vous voyez, tout le monde est un peu prudent. Vous verrez tout à l'heure, c'est Saint-Simon qui a été le plus ferme, d'autant plus que lui, personne ne le lisait. Il écrivait ça dans son cabinet, et c'était pas public comme écriture. Donc vous le voyez, l'idée d'une femme. Et voici une dernière image très intéressante parce qu'elle est précisée. Ce tableau a été fait ad vivum, c'est-à-dire en présence du maréchal Ferrand. Donc vous voyez, quelle importance, un homme du peuple, en quelques semaines, est devenu un phénomène. On en a fait plusieurs tableaux, plusieurs représentations, des gravures qui ont circulé. On aimerait bien avoir autant pour Jeanne d'Arc. Vous avez, on a juste un petit profil qui a été esquissé de Jeanne d'Arc. Là, nous avons beaucoup d'images d'un homme qui ensuite a disparu, donc plus personne n'a parlé. Vous voyez, c'est déjà ça qui m'a intéressé. Cette opposition entre l'émotion, la nouvelle extraordinaire, puis finalement, on oublie. Les sociétés, les peuples oublient. Quelqu'un qui est finalement au cœur de l'attention, eh bien, disparaît de cette attention. Les mémorialistes, les gens qui tiennent des journaux, on en parlait, par exemple, le marquis de Sourches a écrit « Toutes les nouvelles de ce temps-là étaient étouffées par celle de l'arrivée du célèbre François Michel, maréchal de Salon en Provence, qu'on attendait depuis si longtemps. » Et cette idée que, finalement, il est célèbre et qu'on l'attend depuis si longtemps. Et c'est une sorte de célébrité éphémère, mais une célébrité importante. Alors, comme je vous l'ai dit, Jean-Pierre Denevin a trouvé un manuscrit qui est très intéressant, qui permet d'ailleurs de préciser la date de l'apparition. Il s'agirait du 8 décembre 1696,
et c'est un texte très intéressant qui donne beaucoup de détails très précis. Pour vous montrer également l'importance même, je dirais, intellectuelle, voici l'une des œuvres majeures de ce temps-là, hein, c'est Pierre Bell. Pierre Bell est un protestant qui s'est réfugié en Hollande. C'est un professeur, il est devenu un écrivain important, et il a lancé cette entreprise considérable, le dictionnaire historique et critique, où il analyse tous les faits historiques pour les soumettre au feu de la critique. Vous voyez, c'est l'idée, est-ce que c'est vrai? Alors il présente les choses, et ensuite il analyse d'où sait-on ça, pourquoi ça. Eh bien, très vite, dans une nouvelle édition, celle de 1602, dans un article, vous voyez, comme il faisait souvent, un article sur un personnage qui s'appelle Cataldus, qui était un évêque de Tarente, eh bien, dans les marges, il parle du maréchal Ferrand. Vous voyez, donc, c'est dans une réédition de son dictionnaire, et il dit même, on écrit ceci au commencement de juin 1697. C'est-à-dire, vous voyez, l'un des plus grands esprits, vous savez, c'est un des fondateurs de ce qu'on a appelé souvent la crise de la conscience européenne, c'est-à-dire, il n'est pas hostile à Louis XIV. C'est quelqu'un qui considère que Louis XIV s'est trompé, mais il est resté fidèle, il est resté français. Vous voyez, mais en même temps, en France, il ne peut plus célébrer son Dieu. Et donc, c'est toute une entreprise intellectuelle, un peu de rétablissement de la vérité. Et il utilise, vous voyez, cette histoire de François Michel en disant que finalement, on ne sait pas grand-chose. On ne sait presque rien. On ne sait presque rien. Et il dit, mais voilà, ça prouve comment les journalistes, les observateurs enjolivent, créent des détails dont on ne sait absolument rien. Vous voyez, il prend, à propos d'un fait historique très ancien, il dit, ben, vous voyez, ça nous arrive encore aujourd'hui. Hein, nous nous croyons très malins, très avancés en esprit critique, or nous gobons finalement, alors qu'on ne sait pas grand-chose. Vous voyez, il dit, il a été à la cour, il a été à Paris à la cour, il a été renvoyé chez lui, c'est tout ce qu'il y a de certain. 1000 autres faits qu'on a débités dans les nouvelles publiques sont douteux, car il y a des gens qui les nient et des gens qui les affirment. Les uns soutiennent qu'il a parlé au roi même, les autres disent qu'il n'a parlé qu'à un secrétaire d'État. Vous voyez, donc, c'est dire que la nouvelle est difficile à fixer. Vous voyez, c'est une leçon un peu de déontologie journalistique. Et nous avons vu à quel point, au contraire, les gens ont raconté parce que ça les intéressait. Alors, finalement, de tous ces... Donc, pour rester sur Bell, c'est un des premiers, vous voyez, à avoir parlé de fraude pieuse. C'est intéressant. Et il dit, allez, et tout le monde est d'accord, François Michel, c'est un homme honnête. C'est pas un truqueur, ce n'est pas un mystificateur, c'est pas un comploteur. Mais pourquoi il s'est lancé dans ses voyages à Versailles? Qu'est-ce qui pousse? Et l'idée, c'est que c'est une machination, vous voyez, une fraude faite par piété, par des catholiques très pieux, et vous voyez, c'est aussi ma théorie, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est probablement ça, c'est-à-dire des hommes des femmes qui considèrent que, puisque ça vaut pour Dieu, on peut bien passer un peu sur des détails qui enjolivent les choses. Et si on a besoin d'un fantôme pour faire passer un message, pourquoi pas? Vous voyez, c'est un peu, je pense, et Bell, qui est un esprit fort, a certainement trouvé la solution. Parce que finalement, qu'est-ce que l'on sait, hein, d'une certaine manière? Je vous l'ai dit, on connaît le nom, François Michel, c'est un maréchal Ferrand, de Salon, il a une trentaine d'années, Saint-Simon-se-Trompe. C'est un homme grand, fort, il vient d'une famille ni riche ni pauvre, qui va survivre au 19e siècle. On dit, il y a encore des gens de la famille, ils sont tous grands et forts. Et donc c'est resté localement un personnage. Hein. Et il a quelques biens. Hein, c'est pas du tout un pauvre. Un maréchal Ferrand, c'est pas un riche. Vous voyez, Daniel Roche-Labiani, c'est un peu intermédiaire. C'est pas un artisan très riche comme je sais pas, des joailliers. Mais néanmoins, on a affaire à des seigneurs. Hein. Il faut s'occuper des chevaux de personnages importants. Salon, c'est là où l'archevêque vit en été. Donc ça compte. Il est d'une grande piété, ça c'est sûr. C'est un homme pieux. Il va d'ailleurs se confesser avant le voyage. Il a un confesseur. Grâce
à différents témoignages. On connaît le nom du confesseur, et il vit près d'un couvent de capucins. Vous verrez que ce n'est pas sans importance encore aujourd'hui. Quand on voit sa maison, vous voyez, on voit le couvent a disparu, mais il y a encore la porte qui existe du couvent des capucins. L'apparition a donc lieu le 8 décembre, ça a lieu un soir. François Michel se trouve hors de Salon, près d'une entrée de la ville, il n'est pas dans la ville. Il prie près d'une chapelle, la voici. Alors elle a probablement changé plusieurs fois de place parce qu'on a fait une grande route. On est encore dans Salon en réalité, mais vous voyez, on a un peu déplacé les places. Et alors ça, c'est la situation actuelle après la construction de 1997. C'est pas, je pense, la place où elle était autrefois. Il y a bien eu une apparition, mais on ne sait pas quel est le sexe de la personne, homme ou femme. Apparaît dans tous les récits l'idée qu'une force considérable a pesé sur les épaules du maréchal Ferrand et qu'il s'est écroulé, ou il a failli s'écrouler. Et on lui a fait boire une potion, douce et forte, pour qu'il soit, vous voyez, il était choqué. Vous voyez, ça apparaît dans tous les témoignages. Il reprend ses esprits, vous voyez, on lui fait pas repenser, pour qu'il écoute ce qu'on a à lui dire. Et dans ce détail, on voit bien qu'on dit prenez bien des notes. Hein, et quand il rentre chez lui, vous voyez, il prend un papier, et il a noté. Parce que ce qui me fait penser, vous voyez, qu'il y a plusieurs éléments dans le message. Il n'y a pas un seul élément, mais plusieurs éléments. Parce que si ça avait été tout ça, il n'aurait pas eu à noter des choses. Et vous voyez aussi qu'il maîtrise l'écriture. Ici, on a son écriture. Tenva a tout retrouvé, tous les actes où il a signé. Donc, c'est pas du tout un analphabète, loin de là. Et le spectre parle, il donne des ordres, il y a probablement un message. Il semble que le maréchal Ferrand a été très récalcitrant. Alors, on a dit, vous voyez, que le fantôme était déjà apparu, qu'il avait tué des gens. Alors après, on a dit non, c'est pas vrai. Mais, donc, il y a un certain nombre de... Vous voyez, l'idée qu'on refuse la mission. Vous voyez, il n'est pas volontaire. Il y va à contre-cœur. Il se lance dans cette affaire à contre-cœur, parce qu'il a peur de la menace. Il va chez l'intendant, vous le voyez ici, c'est un personnage très important, il est à la fois intendant de Provence et premier président du Parlement d'Aix. J'ai retrouvé cette image qui montre à peu près où il est allé. Vous voyez, c'est quand même un homme du peuple, maréchal Ferrand, qui va trouver, regardez, avec son ermine, vous voyez, il a frappé à la porte, hein, il a dit « je veux... » Vous imaginez, dans tous les récits, on le renvoie, lui met les fous, il attend quand même. Et là aussi, il y a une sorte de résistance fondamentale. Vous voyez, un premier président de Provence Alors, il semble bien qu'on ait fait des enquêtes à Salon pour savoir s'il n'était pas fou ou s'il n'était pas dangereux. Vous voyez, j'ai rien trouvé, ni Tenva. Après Tenva, j'ai toute la correspondance. On peut trouver les lettres des intendants, on ne trouve rien. Ça, c'est un mystère. Pourquoi on ne trouve rien? Pourquoi on ne voit jamais son nom dans des archives officielles de la monarchie. Et ça, c'est un problème que je ne peux pas... on ne peut pas dire qu'il n'a pas existé. Mais pourquoi personne n'en a parlé dans une lettre? On voit bien qu'il y a eu des vérifications. Quand le marquis de Sourges dit il est célèbre et on l'attendait, c'est bien que tout le monde savait qu'il allait arriver. Donc les gens étaient assez avertis. Il fait un détour par la Ferté-sous-Joie. Je vous ai dit qu'il accompagnait des soldats. Là, comme on est en pleine guerre, on le met au soin de soldats, en fait. Donc il fait un grand détour, puis il arrive à Versailles. Il semble qu'il y ait une seconde apparition. Selon les récits, il n'aurait eu qu'une partie du message, et c'est près de Paris qu'on lui donne la suite. Il arrive à Versailles, et on a souvent demandé au maréchal Ferrand qui donne, vous voyez, il ne donne pas le message, mais il est libre de raconter ce qu'il a vu. Vous voyez, il a donné beaucoup de détails. Hein. Et beaucoup de gens disent, il nous a dit ça, il nous a dit ça, et on lui a souvent demandé, mais alors c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Il a dit, je ne me serais pas déplacé pour donner une mauvaise nouvelle au roi. C'est une nouvelle pour toutes les villes et villages de France. Et voilà, vous verrez à la fin, je m'appuie sur ce petit détail pour donner mon interprétation, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, parce que tout le monde peut donner son interprétation, puisque personne n'a confessé Louis XIV, il n'a rien écrit, donc on peut toujours interpréter.
Alors vous voyez, ça sert aussi dans une culture, dans une culture qui, dans une foi également, dans une piété, où l'apparition joue un rôle important. Le XVIIe siècle, c'est le temps des apparitions mariales. Marie apparaît souvent. Vous voyez ici, par exemple, Benoît Trancurel, à Notre-Dame du Los, dans les Hautes-Alpes. C'est donc un nouveau moment de cette piété, mais en même temps, vous voyez, là c'est la Vierge. C'est beaucoup plus délicat lorsque l'on parle de revenants. Parce que finalement, vous voyez, qu'est-ce qu'un fantôme? C'est un être qui a vécu, qui est parti dans l'au-delà et qui revient. Ça pose un problème. Ça veut dire que c'est un être qui n'est pas dans le paradis, qui erre encore. Donc ça veut dire qu'il a peut-être commis des choses qui ne sont pas bien. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire aussi que c'est un messager de Dieu. Vous voyez, on aborde les revenants avec beaucoup de prudence. Alors le catholicisme admet les revenants. Le protestantisme est beaucoup plus prudent. Néanmoins, même les protestants sont obligés d'accepter les revenants parce que c'est dans la Bible. C'est un des moments les plus étonnants. Vous voyez, vous avez ce magnifique tableau de Salvador Rosa. C'est Saül, le roi Saül, qui veut savoir si sa dynastie va survivre. Il va trouver une sorcière, quelle horreur. Et dans la Bible, allez voir une sorcière, la sorcière d'Andorre, et la sorcière fait apparaître l'ombre du prophète Samuel. Et vous voyez Samuel qui apparaît, et ici, la sorcière est à droite, Saül est à gauche et Samuel est au centre. Et ici, c'est Samuel qui apparaît, vous voyez, et Samuel va dire donc, ta lignée va disparaître. Voilà, Saül, donc, comme c'est dans la Bible, on ne peut pas nier qu'il y ait eu des revenants, puisque la sorcière d'Andorre a pu suggérer en quelque sorte un revenant. Et c'est même une science, vous voyez, c'est le plus gros livre publié en France sur les revenants. C'est un livre l'édition de 1605, c'est Pierre Le Loyer, livre des spectres ou apparitions et visions d'esprits, anges et démons se montrant sensiblement aux hommes. Et en plus, alors, il a publié aussi en 1605 des discours et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, anges, démons, âmes se montrant sensiblement aux hommes. Oui, c'est un énorme livre, assez intéressant d'ailleurs, où il trouve dans toute la culture, qu'on a toutes les histoires qu'on peut avoir dans l'Antiquité, dans tous les cas où il y a des revenants. C'est une sorte de catalogue, mais c'est assez passionnant à lire. C'est pas, nous sommes là dans le monde un peu des croyances, hein, qu'est-ce que l'on peut croire, hein, jusqu'où l'on peut croire. Vous voyez, c'est quand même très important. Alors, qu'est-ce que dit l'Église? L'Église est bien embarrassée. Elle ne dit pas qu'il puisse y avoir des fantômes. Les revenants existent. N'y a-t-il pas un purgatoire? Le purgatoire où on attend le paradis. Donc on peut peut-être revenir du purgatoire. Mais en même temps, il faut être très prudent. Alors vous avez ici ce cardinal, Giovanni Bonne, et c'est la même époque qui a écrit ce livre du discernement des esprits. Là aussi c'est un livre très intéressant. Alors, c'est méticuleux, il dit, je ne nie pas les revenants, mais méfiez-vous, ça peut être des démons. Vous pouvez dire, tiens, c'est quelqu'un que je connais, et pas du tout. Alors méfiez-vous, il ne faut pas qu'il crie. Hein. Vous voyez, toute une série de précautions. Vous voyez, les films qui montrent des revenants, là on dirait non, c'est pas les bons. Hein. Vous voyez, il faut que ce soit plutôt des gens qui rassurent, des êtres qui rassurent les revenants. Mais vous voyez ici un cardinal, cette église plutôt janséniste, vous plutôt très austère, qui réfléchit là-dessus. Et qui donne un peu le cadre dans lequel on peut penser que l'on a des apparitions en disant mais méfiez-vous, vous pouvez être vous-même la victime de Satan. Hein. Vous pouvez chercher à être intéressant, à vous rendre intéressant en disant j'ai eu une apparition. Et l'apparition, dans la religion, c'est important. Hein. Si vous suscitez des apparitions, vous pouvez tenter le diable.
Donc, méfiez-vous avant de dire que vous avez vraiment eu une vision. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant et même tout à fait passionnant. Et c'est tout un contexte. Et le plus étonnant, c'est d'ailleurs mon ami et collègue Carole Micala qui m'a dit cette histoire tombe au bon moment. Vous avez un livre qui s'appelle, vous le voyez là, Balthasar Becker, Beethoven de Vereld, 1691, un énorme livre qui s'appelle Le Monde Enchanté, 1694, pour sa traduction, oui, c'est un livre de 1691, la traduction de 1694, et mon apparition de 1696. Donc nous sommes là dans un mouchoir de poche, et c'est le grand livre qui a voulu tordre le cou au diable, aux apparitions, aux spectres. Vous voyez, ça a été étudié de très près, en particulier par Jonathan Israel, qui a étudié les lumières radicales. Vous voyez, c'est un livre très ennuyeux. Hein. Voltaire a dit, si le diable lisait ce livre, il se supprimerait tout de suite. Hein. Vous voyez, c'est un livre ennuyeux, mais c'est un livre majeur de l'histoire de la pensée. C'est, vous voyez, un homme d'église, enfin, c'est pas un homme d'église, c'est un protestant. C'est un protestant, c'est un prédicateur, c'est un ministre protestant qui dit il ne faut plus croire à ça, il faut arrêter de faire croire à ça au peuple. Mais il a eu les pires ennuis. Parce que les églises protestantes ont dit écoutez, si on prie, s'il n'y a plus de revenants, s'il n'y a plus de mystère, il n'y aura plus personne dans nos églises. Et il a été obligé, de se taire. Hein. On l'a enterré, on l'a pas fait de misère, hein, mais on lui dit non. Je crois qu'on lui continuait son paiement, vous voyez, mais on disait, maintenant, motus et bouche cousue, hein, vous ne devez plus en parler. Donc vous voyez combien tout ça, c'est un moment important, un moment de la civilisation, de la culture, le moment de la foi. Vous voyez, si j'ai parlé tout à l'heure de Pierre Bell, c'est vraiment ce moment-là. Hein, vous voyez, on n'est pas encore à l'irreligion qui va apparaître au XVIIIe siècle, où la religion éclairée, le déisme, mais néanmoins, on aborde la religion avec un œil beaucoup plus critique, avec l'idée qu'il faut la débarrasser de tout ce merveilleux, ce surnaturel populaire qui peut être dangereux. Mais en même temps, vous avez une église et des hommes d'église qui disent mais si on n'a plus de surnaturel populaire, l'église et la foi peuvent être ébranlées. Aujourd'hui aussi, on peut se poser la question. Hein. Ça fait partie. Il y a la foi épurée, la foi qui est toute pure, mais il y a également des pèlerinages, des superstitions, des tas de choses qui coexistent et tout le monde a le droit d'avoir la foi qu'il le veut, hein, d'une certaine manière. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que vous voyez, nous en sommes là, François Michel, il est venu à la cour. C'est quand même le gratin, hein, c'est la haute noblesse, ils ne sont pas venus de tout, ils chassent, ils sont souvent très cultivés, pour eux c'est quand même de la superstition. Donc, cet homme qui va arriver, tout le monde est très curieux, tout le monde est enchanté, on va rire un peu, et pour le pire, on va bien s'amuser, hein, voilà un événement qui change. Hein, un homme de salon, un maréchal Ferrand, voilà quelque chose d'intéressant. Mais là, il va y avoir un changement très fort que nous allons voir tout de suite. Donc le maréchal Ferrand à Versailles. Alors, indéniablement, ça se passe, je vous l'ai déjà dit, à un moment important de la vie de Louis XIV. Il est né en 1638, il a 58 ans. Il règne depuis 54 ans, c'est beaucoup, hein, 50. Et il assume le pouvoir personnel depuis 36 ans. Alors, bien sûr, c'est pas lui qui propose toutes les décisions, il a des ministres, il a des conseillers, mais néanmoins, il y a toujours un moment où on lui dit alors, oui ou non. Hein, c'est comme nos présidents, hein, on fait la guerre, on va la guerre. Hein. C'est toujours ça, et comme je vous l'ai dit, la France n'est pas en une très belle situation à ce moment-là. Il a pris des décisions importantes, il a lancé des guerres, il a révoqué l'édit de Nantes, la France affronte une crise grave. Donc, d'une certaine manière, c'est un moment important. Puis, vous voyez, 58 ans, c'est un peu, je dirais, déjà, aujourd'hui, on commence à réfléchir, 58 ans, mais à ce moment-là, oui, on dit qu'il entre dans la vieillesse, d'une certaine manière. Vous voyez, lui-même, à partir de 1700, considère qu'il est un peu un rescapé. Hein,
60 ans, c'était quand même difficile à atteindre au XVIIe siècle. Lui atteint 73 ans, mais c'est finalement une rareté. Il faut bien qu'il se prépare. Or, il s'est préparé. Il a connu une vie agitée. Et dans l'opinion européenne, ça m'a frappé parce que, bien sûr, autour de cette affaire, je regarde les caricatures. Qu'est-ce qu'on reproche à Louis XIV? Pas tellement ses annexions. Parce qu'on dit, c'est un roi glorieux, il fait son boulot. Hein, il a conquis des villes, bravo. Hein. Il est fastueux, oui, il dépense l'argent de ses sujets, mais bon, c'est plutôt réussi. Hein. On aimerait bien avoir Versailles, ça a plutôt de l'allure, c'est chic. Ce qu'on lui reproche souvent, c'est d'avoir eu une vie épouvantable. Hein. D'avoir eu une femme, de lui avoir imposé ses 2 maîtresses en même temps, d'en avoir changé, de les avoir emmenées toutes à la messe, hein, d'avoir légitimé ses enfants illégitimes, à qui il a donné les plus grandes fonctions de l'État, hein, l'amiral de France. Ça fait un peu désordre. On dit, mais c'est comme le grand Turc, il a un sérail. Hein, il a toutes ces... Et en plus, les protestants, vous avez vu tout à l'heure, c'est les protestants. Les protestants, ils trouvent ça un peu, ils sont rudes hein, au point de vue laboral. Louis XIV apparaît comme une sorte de... Très longtemps, même quand il est rangé des voitures, ça a continué à apparaître. Hein. Une des dernières caricatures, on le voit aller en bataille, vous voyez, avec ses maîtresses, vous voyez, son baron, il a une armée de maîtresses, vous voyez, à quel point ça lui est reproché. Or, il a changé de vie, vous voyez, à partir de la mort de sa femme en 1683, il s'est rapproché de cette dame de la petite noblesse, hein, Françoise d'Aubigné. Il l'a épousée, hein, ça, personne n'en doute. Personne n'en doute aujourd'hui. Oui, Saint-Simon, pour les lecteurs de Saint-Simon, dire qu'il l'a peut-être épousé, oui, il n'en est pas sûr et ça me rassure. Hein, quand même, c'est le roi de France, hein, le descendant de Saint-Louis, épousait une petite dame de la campagne. Vous voyez, là encore, le monde est renversé. Hein. Et je vous ai montré cette image parce qu'elle est très, très belle. C'est Mignard, je crois qu'il l'a fait. Et quand il l'a faite, c'est Sainte Françoise romaine. Alors c'est une sainte qui passait son temps à aider son mari dans son travail, et elle était même obligée de quitter sa prière pour aller aider son mari. Et quand elle est revenue, bien sûr, son missel, enfin sur son livre, les lettres qu'elle était en train de lire étaient en lettres d'or. Dieu avait mis en or les lettres avec lesquelles elle s'était arrêtée. Le merveilleux, c'était présenté ici. Donc, Sainte Françoise romaine, et Mignard, vous voyez, qui voulait faire sa cour, il n'a même pas osé demander au roi, mais il a fait, par sa fille, il a fait demander au roi s'il pouvait habiller Madame de Maintenon, puisque c'est le portrait de Madame de Maintenon, Sainte Françoise romaine, avec un habit de reine. Un habit bleu, vous voyez, fourré d'habit. Et Louis XIV n'a pas dit oui, il a dit Sainte Françoise romaine le mérite bien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne s'engageait pas, mais ça permet. Vous voyez, c'est un peu un portrait de reine. Mais en même temps, il ne l'a jamais déclaré. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. C'était sa femme devant Dieu. Le pape écrivait à Madame de Maintenon. Il la félicitait, même dans ses brèves, de tout ce qu'elle faisait. La réticence venait du roi. Du roi comme Saint-Simon, à mon avis, parce que c'était pas un mariage légal. C'est pas possible que la reine de France soit une simple dame de la petite noblesse. Et en même temps, vous voyez, elle est en permanence représentée ici avec sa nièce, et vous voyez ce fauteuil, dans l'intimité, vous voyez, elle vivait un peu en marge de la cour, mais dans l'intimité de la famille royale, elle était la seule à avoir un fauteuil comme ici, c'est-à-dire avec des accoudoirs. Pour les princes de la famille royale, c'était très clair. Hein. Eux, ils n'avaient pas d'accoudoir. Ils restaient debout. Donc il y avait une dame qui était assise, donc même si je ne l'avais pas, hein, pour les morigénés, pour les... Vous voyez, c'était étonnant, clandestinité, vous voyez ce que je veux dire? Clandestinité d'une reine dans une cour, d'une femme qui est en quelque sorte transparente. C'est quand même... Vous voyez, Napoléon a un peu réfléchi à ça, oui, dans le mémorial. Lui, il avait quand même posé la couronne sur la tête de sa femme. Hein. C'est quand même pas mal. Et Louis XIV, tout roi absolu, n'a jamais osé ça. Et donc, vous voyez, derrière cette histoire, assez vite, pas si vite que ça, eh bien, on va assimiler ça, c'est pour ça que je vous en parle,
on va mettre Madame de Maintenon dans l'histoire. Nous allons voir comment. Alors, François Michel arrive à Versailles, il a une entrevue avec un secrétaire d'État, probablement celui-là, hein, le fils de Louvois, le marquis de Barbezieux, qui est un jeune homme ambitieux qui mourra jeune, et il est pris en charge, le maréchal Ferrand est pris en charge par l'homme de confiance de Louis XIV, le valet de chambre Bontemps. On lui montre les jardins, mais il y a visiblement, vous voyez, il attire le monde. Hein. Quand il se promène, tout le monde veut voir le prophète. Vous voyez, c'est un peu, on se moque, hein, le prophète, Nostradamus. Vous voyez, alors je trouve qu'à un moment, on a plus, il me semble qu'on est un peu mis dans un établissement religieux pour qu'il soit un peu moins voyant d'une certaine manière. Alors, la question très délicate, est-ce qu'il a vu Louis XIV, on n'en sait rien. Hein. Saint-Simon dit qu'il l'a vu 2 fois. Et il attend, je crois que Saint-Simon, c'est dans Saint-Simon, il dit qu'il a vu 1 heure. Or, Saint-Simon lui-même, duc et père de France, c'est pas rien, quand il devoit Louis XIV, il obtient 1 demi-heure. Il dit, il a obtenu 2 fois dans sa vie. Hein, 1 demi-heure. François Michel, c'est 1 heure. Et on voit bien l'intérêt, hein, l'intérêt du roi. Et c'est déjà ça. Hein. L'intérêt du roi, l'intérêt de la cour, c'est déjà beaucoup. Mais vous voyez, on reste encore un peu dans le sourire, dans l'histoire un peu rocambolesque, amusante, piquante. Hein, et vous voyez, à la cour, on aime l'esprit, on aime les choses singulières, on trouve ça très, très drôle. Mais tout va changer, comme je vous l'ai déjà plus ou moins laissé entendre, et bien sur une remarque qui apparaît dans tous les récits. Vous voyez, ici, vous avez le duc de Duras, qui est capitaine des gardes. C'est le neveu de Turenne. C'est un de ces hommes qui est toujours à côté du roi. Il est duc et père, il a commandé des armées ou des morceaux d'armée, mais il est capitaine des gardes. Donc il ne doit jamais quitter le roi d'une semaine. Et lui a passé toute sa vie pratiquement avec le roi. C'est un homme de cheval d'ailleurs. Il connaît très bien en chevaux. Vous voyez, le maréchal Ferrand, pour lui c'est quand même un subalterne. Et ce que raconte tout le monde, c'est lors d'une promenade, et je vous montre une de ces promenades de Louis XIV. Louis XIV se promenait beaucoup dans ses jardins, montrait ses jardins. On ne sait pas si c'est en partant à la chasse. En tout cas, il se promène, il a à côté de lui le duc de Duras, le maréchal duc de Duras. Et le maréchal lui dit, si cet homme n'est pas fou, le roi n'est pas noble. C'était un proverbe. Et Louis XIV s'arrête et lui dit, alors je ne suis pas noble, car cet homme est de bon sens. Et alors là, il est très embarrassé. Qu'il ait vu le maréchal Ferrand, qu'il ait eu un rapport de Barbezieux, qu'il ait eu des messages Francis, il dit, c'est un homme de bon sens, il n'a pas d'évision, c'est pas un fou. Et vous voyez, ça a tout changé. C'est que plus personne n'avait le droit de dire. Vous voyez, c'était sérieux. On ne pouvait plus ironiser de quelqu'un dont le roi, Louis XIV, tout le monde était assez prudent avec lui. Donc, on ne pouvait plus considérer que cette histoire était une sorte de folie, une sorte de mascarade. Et le résultat, c'est le maréchal va être environné des attentions de la famille royale. On va lui donner beaucoup de cadeaux que Telva a retrouvé parce qu'il a eu une fin de vie assez difficile. Il a tout vendu après. Des médailles, des gourmettes, des bagues, vous voyez tout. Visiblement, toutes les princesses lui disaient tenez. Donc il est parti avec un petit trésor. Et on voit bien comment, d'une certaine manière, tout est bouleversé, c'est-à-dire que de cette affaire un peu mirobolante, eh bien on tombe à une affaire sérieuse. Il y a eu une forme de dialogue entre un homme du peuple et son souverain. Il y a eu une sorte d'accord, et par-dessus les intermédiaires. Le maréchal duc de Duras, c'est la grande noblesse, ceux à qui on n'a fait pas. Eh bien, l'homme du peuple est passé par-dessus cet obstacle. Il a su parler au cœur du roi, à l'esprit du roi. Louis XIV lui-même était un homme simple en matière de religion. Vous voyez, il n'avait pas c'était pas compliqué, il faisait la messe tout le temps, tous les jours, il priait, il se confessait. Vous voyez, il ne cherchait pas à approfondir le dogme. Donc il n'a pas d'opinion. Mais en tout cas, il dédouane François Michel de tout reproche qu'on pourrait lui faire. Il n'est pas fou,
il n'est pas menteur, il n'est pas affabulateur, il n'est pas blasphémateur. C'est un brave homme. Donc, il faut supposer qu'il avait bien eu une apparition et que quelque chose s'est passé. La question que je vous l'ai dit, c'est que le monarque n'a rien dit, ni à ses ministres. Saint-Simon dit qu'il a demandé à tout le monde. S'il n'avait pas... il a même demandé à ses amis, les archevêques d'Arles, s'il n'avait pas des informations. On ne sait rien, on ne sait rien. Et le maréchal est donc rentré chez lui et rien ne s'est passé. Alors, est-ce que rien ne s'est passé? Alors, moi, vous voyez, déjà, je dirais que peut-être qu'il y a des événements, vous voyez, ça peut-être un peu libérer les choses. L'année suivante, il y a eu, la paix était faite, on a fait une grande manifestation, une sorte de petite guerre, de petite bataille à Compiègne, et toute la cour y assistait. Vous voyez Louis XIV ici, sa famille qui est derrière lui, sa petite fille, la duchesse de Bourgogne, qui est assise, qui a un fauteuil. Mais le jour, on lisait encore Saint-Simon, il raconte, il était là lui-même, il était là. Il disait, j'étais parmi les courtisans, mais on ne regardait pas les soldats qui se battaient, on regardait ce qui se passait à côté du roi. Et le roi était à côté d'une dame qui n'avait aucun rang à la cour, et en permanence, il lui parlait, il lui expliquait ce qui se passait. C'était Madame de Maintenon. Alors, chez Saint-Simon, elle est dans une chaise à porteur, et elle a baissé sa vitre. Vous voyez, là, elle est assise sur un tabouret, de dos. On ne la montre pas. Vous voyez, je dirais que c'est la seule déclaration officielle, puisque une gravure comme ça n'a pas pu paraître sans l'autorisation royale, la seule gravure qui montre celle qui est la femme du roi, en public, ce qui est déjà étonnant, et dans une gravure qui est amenée à être diffusée. Vous voyez, c'est la seule publicité qu'on ait pu faire. C'est pas beaucoup comme déclaration. Vous voyez, si vraiment le but de l'affaire était de déclarer Madame de Maintenon, on l'a montré tout au plus, publiquement. Et vous voyez, ça a tellement intéressé les historiens que un peintre du 19e siècle a peint la scène, vous voyez, qui est racontée par Saint-Simon, où un soldat, un officier monte pour parler au roi et voit cette femme, et il ne sait pas qui c'est. Il se démonte. Le roi lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu me dire? Et le type est tellement étonné qu'il ne sait plus ce qu'il a dit, parce qu'il ne sait pas qui est cette dame qui est devant, et ce qu'il faut lui faire, s'il faut la saluer, parce qu'il ne sait pas. Vous voyez, ça a été mis en scène par un peintre du 19e siècle, dans ce camp de Compiègne avait paru bizarre. Pour vous montrer néanmoins comment Madame de Maintenon est présente à l'étranger, voilà des représentations de Madame de Maintenon. Pas flatteur. Alors d'un côté, vous voyez, c'est la veuve de Scarron, et là, vous voyez, ça c'est intéressant. C'est le char du soleil, mais en même temps le char du soleil qui est attaqué par les ennemis. Vous voyez, c'est aussi les signes du zodiaque. On est toujours dans ces références, vous voyez, un peu zodiacales, astrologiques. Donc le pauvre Louis XIV, il n'est pas bien, il a des béquilles. Et qui tient une reine? Une femme. Vous la voyez là? Elle est là. Et c'est Madame, vous voyez, c'est écrit là, Maintenon. Donc vous voyez à quel point, finalement, la reconnaissance de Madame de Maintenon, elle a eu lieu à l'étranger. Et l'image n'est pas mauvaise, vous voyez ici, c'est pas une très bonne image, parce que beaucoup, on l'accuse d'avoir favorisé la révocation de l'édit de Nantes, mais au fil du temps, je trouve que son image est pas mal. On dit souvent que c'est une femme de paix, qui veut plutôt la paix que la guerre. Donc son image à l'étranger n'est pas mal, et tout le monde est curieux. Tout le monde est curieux de savoir qui elle est. Il y a un exemple, je crois, parmi des milliers. Il y a un souverain italien qui vient en France, le souverain de Mantoue, et c'est un souverain. Il dit, mais j'aimerais beaucoup voir Madame de Maintenon. Vous voyez, pour faire sa cour, Louis XIV dit, j'aimerais beaucoup voir une dame qu'on appelle Madame de Maintenon. Alors Louis XIV dit, où elle voit personne. Elle voit personne, et il s'arrange quand même, vous voyez, pour être un jour à la porte de son appartement quand elle sort. Vous voyez, c'est un souverain. Il se découvre devant elle, vous voyez, il la traite en reine, et il attend qu'elle. Et elle dit, non, surtout ne vous dérangez pas. Vous voyez, c'est tout le monde en Europe
est curieux de ce bizarre, cet attelage bizarre. Vous voyez, aujourd'hui où nous intéressons à l'histoire des femmes, c'est quand même un prodigieux manque de courage de Louis XIV, alors que ça intéressait tout le monde, et que Saint-Père aurait trouvé ça tout à fait naturel. Il lui écrivait, il la félicitait. Et donc vous voyez, cette image va apparaître. Et vous voyez ici, c'est une image que j'ai retrouvée très, très complexe. Hein. C'est la place des Victoires. La place des Victoires a été considérée par l'Europe comme une insulte, parce que Louis XIV était représenté, pas comme il est aujourd'hui, aujourd'hui il est à cheval, mais là il était à pied, et en bas on avait mis des esclaves. Et toute l'Europe a bien compris que les esclaves c'était les nations européennes. Alors c'était incident diplomatique sur incident diplomatique, et l'ambassadeur d'Autriche a pris des croquis en disant est-ce que c'est vraiment l'empereur qu'on représente, est-ce que c'est... Et donc ça a été un problème, et en plus le créateur de ça, le maréchal de la Feuillade qu'on voit là, avait fait mettre des lampes qui brûlaient tout le temps. On a dit mais alors ça c'est comme le Christ, comme le sacrement. Mais c'est les lampes permanentes, c'est pour ça sacrement, donc le roi se prend pour un nouveau Christ. Donc c'est très mal vécu. Et vous voyez, je n'ai non plus d'opitude, je ne vous donne pas le détail, mais vous voyez, voici Maréchal Ferrand. Et là, on a mis le Maréchal Ferrand. Et le fantôme du Maréchal de la Feuillade qui a créé la place. Et en quelque sorte, on considère que le Maréchal Ferrand annonce un peu la décrépitude de Louis XIV. Vous voyez, c'est-à-dire que le diable est en train d'éteindre ces fameuses lampes que Louis XIV qu'on a fait mettre à la gloire de Louis XIV. Vous voyez, ça c'est de la propagande contre la France. Hein. Et vous voyez comment on réutilise l'apparition comme instrument de propagande contre la France. Alors ça, c'est typique, vous voyez, de cette culture des images, en quelque sorte. Et voilà. Alors, comment les choses vont évoluer? Alors, il y a beaucoup dans les années qui suivent, on va en parler. En particulier, je vous le signale, de Courtille de Sandras, vous savez, celui qui a créé, qui a écrit les Mémoires de d'Artagnan, qui ensuite ont inspiré les Trois Mousquetaires à Dumas. Courtille de Sandras a raconté ça, très bien d'ailleurs, avec beaucoup de vers, mais en romancier. Mais ils ont fait un roman très intéressant, c'est très bien vu, c'est vivant, ils racontent tout ça avec des. Un peu, vous voyez, on ressent, c'est la difficulté pour un homme d'aller comme ça, affronter un intendant, aller voir le roi, hein, quand on vient de sa campagne, oui, en fait, sa campagne de sa petite ville, c'est quand même un choc, il fallait une énergie, une sorte d'énergie vitale, hein, de force pour en quelque sorte arriver. Et, alors surtout, Tenva a beaucoup souligné ça, il y a une journaliste, une dame, vous voyez, une des premières journalistes très importantes, qui a eu un grand succès, Madame Dunoyer. Elle a écrit des lettres historiques et galantes que vous voyez là, et ça a eu un succès immense. Hein, elle était elle-même protestante, elle s'était réfugiée en Hollande. C'est la première des grandes journalistes, et elle a parlé de trois choses en même temps. Elle a parlé d'une aventurière, non, elle a d'abord parlé de Madame de Maintenon. Elle dit que Madame de Maintenon, eh bien, elle a refusé tous les honneurs parce qu'elle voulait plus qu'être duchesse, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle voulait être reine. Hein, donc, c'est une de celles qui dit elle voulait être reine. Elle évoque également une autre dame, dont, je vous le dis pour mémoire, parce que c'est ainsi m'en parle, de Madame de Russe, alors j'en parle beaucoup dans le livre, parce qu'il y a un érudit local l'a étudié, qui serait un peu la dame qui aurait tout fait en Provence. Madame de Russe, une aventurière, une vie comme on ne la rêve pas. Extraordinaire, une vie merveilleuse. Elle a épousé, elle a épousé un notable, elle a fait épouser les fils du notable à sa propre fille, vous voyez, et c'était extraordinaire. Vous voyez, une femme de tête, et elle-même, vous voyez, elle était considérée comme sorcière. Enfin, puissante, hein, mais considérée un peu comme sorcière. Et puis, une autre lettre de Madame Desnoyers dit, ben voilà, il y a aussi, j'ai oublié de vous en parler, mais il y a un Maréchal Ferrand qui est venu avec ça. Et pour Tenva, vous voyez, c'est le fait qu'il y ait ces trois histoires, dans les lettres de Madame Desnoyers, on les a reliées entre elles. Moi, je ne suis pas sûr. Madame Desnoyers, vous voyez, elle ne voulait pas non plus dire les choses, mais c'est quand même assez étonnant qu'on retrouve un peu dans les mêmes lettres ces trois histoires. Alors, les choses vont évoluer. Vous voyez, alors,
à la mort de Louis XIV, sa belle-sœur, que vous voyez là, Madame Platine, que vous connaissez tous, sa verve qui a écrit tous les jours des dizaines de lettres, écrit à ce grand philosophe, Leibniz, qui va mourir bientôt, il est mort en 1716. Elle lui écrit, vous voyez en allemand, et c'est la traduction, « J'ai toujours cru que l'aventure avec ce forgeron, et elle dit forgeron, était une histoire arrangée par cette dame. » Elle dit, vous voyez, cette dame, vous voyez, en français, dans sa lettre en allemand, « car il n'est pas possible d'être plus artificieuse qu'elle est. » Vous voyez, c'est une longue lettre, vous parlez de tout. Vous voyez, c'est cette idée que c'est une manipulation de Madame de Maintenon. C'est une des premières indications, vous voyez, d'une sorte de complot autour et pour Madame de Maintenon. Alors ça va avancer, hein, ça va avancer, et finalement, la première fois on en parle, je dirais publiquement, c'est dans une nouvelle édition d'un dictionnaire, le dictionnaire de Moreri. Voilà, c'est un auteur, un abbé, qui fait une notice sur François Michel, une notice de dictionnaire. Il signale que l'on a fait bien des ouvrages sur cette aventure que l'on a voulu deviner, c'est-à-dire essayer de la comprendre. Ce qui a semblé le plus vraisemblable, c'est que Madame de Russe, donc une dame provençale, des plus intrigantes, a fait jouer cette comédie pour faire déclarer le mariage de Madame de Maintenon et du roi. Donc vous voyez, c'est la première fois que l'on publie un texte, donc en 1749, vous voyez, c'est drôlement 50 ans après, où on dit il y a eu une machination, qu'il y a une dame de Provence qui était elle-même assez intrigante, qui était une amie cachée de Madame de Maintenon, qui a organisé toute cette comédie. On a empaumé un brave type qui était très pieux, on lui a dit vas-y, c'est Dieu qui te l'ordonne, tu peux pas. Et moi je pense que les Capucins étaient là derrière, ça c'est pas impossible, parce qu'ils aimaient beaucoup les choses extraordinaires. Donc, ils ont pu penser que c'était très bien. Hein. Donc, et puis il est allé à Versailles. Et ce bon père, la Bougerel, ajoute ce qu'il y a de certain, c'est que c'est un secret que personne n'a jamais su, car ni le roi ni le maréchal ne l'ont jamais dit à personne. Ainsi ce fait sera toujours du nom de ceux qui embarrasseront les historiens du XIV. Vous voyez, donc ça les embarrasse, mais ça leur fait faire des livres de 600 pages. Parce que finalement, vous voyez pourquoi on retrouve finalement toute une société à travers un fait divers. Alors, c'est Saint-Simon, comme je vous l'ai dit, qui finalement reprend tout ça, mais vous voyez, lui, il écrivait pour lui-même. Ça n'a été publié qu'au XIXe siècle. Et il a fait un très long, alors je vous y renvoie, voyage très singulier d'un maréchal de Salon en Provence à la cour. Et pour lui, c'est lui qui, pour la première fois, va dire c'était une femme, l'apparition. Et c'était la reine Marie-Thérèse. Elle est morte en 83 et elle revient. Elle revient. Et vous voyez bien ce qu'elle a derrière. Elle revient pour dire au roi, tu peux y aller. Vous pouvez y aller. Vous pouvez déclarer votre second mariage. Elle le mérite bien. Elle le mérite bien. Vous voyez, c'est le premier à avoir vraiment dit, et relisez ces pages, c'est beau, parce que elle réapparaît 3 fois. Alors, Saint-Simon dit que c'était une belle blonde. Alors, Marie-Thérèse, je crois qu'on n'aurait pas pu dire que c'était une belle blonde. Hein. Elle n'était pas très grande, elle était pas mal, mais vous voyez, blonde. Parce que les Habsbourg sont bleus. Tous les Habsbourg sont bleus. C'est la maison d'Autriche, qui est la maison qui régnait aussi en Espagne. Elle était espagnole, vous savez. Mais ils avaient tous des cheveux blonds. Donc vous voyez, ça la caractérise. Et elle a l'habit à la royale. Le spectre est habillé comme Madame de Maintenon, et en bleu. Vous voyez, apparaît cette idée que c'est biblique, hein, c'est la reine qui est revenue. Alors c'est un peu embarrassant par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, normalement, reviennent de l'au-delà ceux qui n'ont pas atteint le paradis. Ça voudrait dire qu'elle n'est toujours pas au paradis après 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est un peu gênant. Mais ça ne les choque pas du tout. Et selon Saint-Simon, elle dit, le fantôme porte des habits royaux, elle dit qu'elle est la reine qui avait été l'épouse du roi. Donc vous voyez, là c'est très clair.
Alors, Saint-Simon ajoute aussi des détails très intéressants, mais je ne voulais pas. Ce qu'il dit, et c'est très intéressant, oui, c'est que François Michel, c'est un brave homme. Hein. Il est simple, il est désintéressé, il est modeste. Et pour Saint-Simon, c'est extraordinaire. Que quelqu'un qui a vu le roi n'ait pas essayé d'exploiter cette notoriété, qui n'ait pas demandé une grâce, qui n'ait pas essayé de se faire valoir, qui n'ait rien dit. Vous voyez, il dit, c'est un bon chrétien. Mais lui-même dit, vous voyez, on sent bien qu'il dit, bon, je n'aurais jamais pu faire la même chose. Hein. Si ça m'était arrivé, j'aurais utilisé ce moyen-là sur le... Donc, vous voyez, on avance, et Saint-Simon est formel, il parle de Madame de Russe, vous voyez, dont le nom était connu probablement à la cour, et il dit, elle avait été amie intime de Madame de Maintenon étant Madame Scarron, quand elle était Madame Scarron, un commerce secret et intime avait toujours subsisté entre elles jusqu'alors. Et il ajoute, vous voyez, là il est très prudent, le troisième élément, la troisième chose que je me garderai bien d'assurer, est que la vision et la commission de venir parler au roi fut un tour de passe-passe de cette femme. Donc vous voyez, là on a franchi un pas, c'est Marie-Thérèse qui est apparue pour demander à son mari de faire déclarer Madame de Maintenon, et Madame de Maintenon qui le mérite bien parce que c'est une mère d'église. Elle s'occupe des affaires d'église, elle s'occupe des abbayes, elle s'occupe également de la moralité du roi. C'est essentiel dans un pays. Il y a une confiance morale, un contrat moral. On n'est plus avec le roi volage. On est dans une nouvelle phase d'absolutisme. Et je reprends là, vous voyez, c'est un peu ma conclusion historique. Mon collègue Hervé Drillon a parlé de la Fédérale comme un absolutisme dévot. Et le roi doit être dévot, il l'est, mais en plus il doit être moral, ne plus avoir de maîtresse. Et finalement, Madame de Maintenon évite l'immoralité. Elle est l'épouse unique, alors qu'avant il y avait eu une vie qui pouvait nuire au sujet. Qui ça disait à Louis XIV, il me semble. Mais ça peut nuire au sujet, puisque le roi est en quelque sorte l'incarnation des Français. Donc vous le voyez, là j'ai fini en quelque sorte mon parcours. Reste à savoir ce que l'on peut en penser. Cette histoire, et c'est la troisième partie de mon livre, a intéressé jusqu'à nos jours. Au XIXe siècle, ça a été souvent les partisans de la monarchie absolue. Vous voyez, tous ceux qui voulaient un retour à la monarchie absolue ont dit il faut une alliance de l'autel et du trône, et donc c'est important. Je suis peut-être trompé de ma main. C'est une alliance du trône et de l'autel, donc il faut étudier cela. Alors, moi j'ai une nouvelle interprétation, je vous ai dit, pour chaque village, pour chaque ville et chaque village. Eh bien, j'interprète alors, il est probable, je vais terminer comme ça, qu'il y avait plusieurs éléments dans le message. À mon avis, il y avait plusieurs éléments. Le premier élément, c'est de dire la France va avoir la paix. La paix va être signée, vous voyez, elle va être signée ici à Ryswyk la même année, en 1790. Après 10 ans de guerre, il va y avoir la paix. Et une paix victorieuse, en gros. La guerre a été très difficile, mais la France s'en tire assez bien. C'est pas du tout c'est la dernière guerre qui sera funeste. Celle-ci, vous voyez, Strasbourg est confirmé dans le royaume, c'est quand même pas bien. On n'obtient pas Luxembourg, mais Strasbourg est toujours dans le royaume. Donc les acquis des conquêtes de Louis XIV sont raffermis en quelque sorte. Donc il va y avoir la paix. Probablement qu'il y avait l'idée de supprimer la capitation. Il faut supprimer ces impôts dus à la guerre. Et Louis XIV va supprimer la capitation, mais en fait il va la recréer dès que la prochaine guerre va commencer. Donc d'une certaine manière, vous voyez, c'est un message qu'il ne va pas apporter. Je crois surtout, et c'est apparu déjà dans le Concile de Central, c'est l'idée d'une réforme morale du royaume. Vous voyez, un message, c'est pour ça que ça intéressait aussi les penseurs un peu réactionnaires,
C'est dire que la monarchie doit imposer un sursaut moral, un sursaut catholique. Et vous voyez, c'est pour ça qu'ils viennent de Provence. C'est qu'on dit, mais il y a encore plein de protestants partout. Vous devez réagir. Il y en a dans les Cévennes, il y en a dans les Dauphinais, et ils sont partout. Et on a arrêté, on a fait la révocation, et depuis, on ne fait rien. Et c'est pour ça que j'ai mis en rapport avec une autre chose, qui est cette déclaration du 13 décembre 1698, qui est très connue, mais sur laquelle on passe volontiers. C'est l'exigence d'avoir un maître et une maîtresse d'école dans chaque paroisse de France. Étonnant, hein? 2 siècles avant Jules Ferry, l'obligation scolaire. Il y a eu cette déclaration, vous voyez, pourquoi? Alors, c'est pas pour les rendre savants, c'est pour forcer ces petits garçons et ces petites filles, maîtresses, à apprendre le catéchisme catholique et ne plus rester dans leur famille et apprendre des principes protestants. Et vous voyez, c'était pas, à mon avis, c'était surtout les paroisses proches de la Provence, c'est-à-dire le Dauphiné, les Cévennes, où il y avait encore beaucoup de protestants. Et cette déclaration est très connue, elle a été l'objet de beaucoup d'enquêtes auprès des évêques. Alors, ça n'a pas bien réussi, parce que les familles n'avaient aucune envie de payer des maîtres d'école. Ça coûtait cher, on avait besoin de bras pour les travaux des champs, donc en réalité c'est tombé un peu, c'est resté lettre morte, une nouvelle guerre a commencé, donc vous voyez, mais c'est intéressant. L'obligation, et ça fait partie d'un sursaut moral. Or, souvenez-vous également, Madame de Maintenon était une institutrice. Elle était passionnée par l'éducation. Elle s'occupait de faire le catéchisme à des petits paysans. Donc, vous voyez, dans l'idée d'un sursaut moral, il y a probablement cette idée d'une structuration, d'une restructuration de la conscience nationale. Catholique, très catholique. Donc vous voyez, si les protestants ont bien senti que tout ça était une affaire contre eux, ils n'avaient pas tort. Ils ont bien senti que s'il y avait un montage, vous voyez, là encore, si les Capucins sont intervenus là-dedans, ils aimaient beaucoup, vous savez, de faire des apparitions, des pèlerinages, des choses comme ça, ils aimaient l'extraordinaire dans la religion. Ils ont pu penser, ils étaient les voisins de François Michel, ils disaient, puisque c'est pour Dieu, puisque c'est pour la France, ça mérite bien un petit peu de considération. Et si le message passe, et si vraiment il y a un sursaut moral, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça mérite bien. La chandelle ici, cette dame pieuse qui s'occupe des abbayes, qui s'occupe de la moralité du roi, qui est une dame pieuse. J'ai oublié de vous. Il y a un évêque qui a dit au roi un jour de Madame de Maintenon. Je vais vous retrouver la formule. L'évêque l'a dit, une précieuse brebis. Elle est une précieuse brebis. Et une lettre formidable. Hein, vous avez une sainte femme. Et un auteur du 19e siècle, très intéressant, a dit, Madame de Maintenon ne voulait pas être reine. Elle voulait être sainte. Un des philosophes de la fin du 19e, un des systèmes. Je vous la retrouver. C'était pas assez bien pour elle. Ce qu'elle voulait, c'était être canonisée par l'Église. Vous voyez, on l'a représentée en Sainte François de Romaine. Et d'une certaine manière, vous voyez, c'est tout un processus, un roi saint avec une femme sainte près de lui. Alors, ça peut sembler étonnant, mais vous voyez, c'est finalement aussi l'aboutissement aussi de ce siècle de réforme catholique qui a profondément transformé la France. Mais c'est en même temps, vous voyez, le moment où, justement, un grand mouvement de doute apparaît. Et c'est finalement cet esprit qui va se moquer. Vous voyez, c'est le duc de Duras qui a triomphé à la fin, c'est pas Louis XIV. Celui qui impose, c'est le duc de Duras qui dit c'est quand même un peu bizarre. Hein. Laissons ça au bon peuple, mais nous, on ne peut quand même pas croire à des choses de genre. Et d'une certaine manière, vous voyez, à mon avis, Louis XIV, il n'a pas osé déclarer sa femme,
il n'a pas osé non plus transformer le pays, ni le transformer si fortement, et il a rencontré des obstacles considérables, et c'est un monde nouveau à sa mort qui est apparu. Et cette histoire a finalement disparu, a été en quelque sorte oubliée parce qu'elle n'était plus d'actualité. Elle ne pouvait plus inspirer une politique. Jeanne d'Arc avait inspiré finalement une politique. Là, ce n'était plus une inspiration possible, et finalement, les deux se sont tus. Le roi, comme son sujet. Donc vous voyez, c'était peut-être une faute pieuse. En tout cas, c'est un événement, un non-événement, peut-être un fait divers, qui permet de voir un peu comment fonctionne le monde des nouvelles, comment également la religion peut concilier les formes les plus raisonnables et les plus rationnelles avec un surnaturel que partagent aussi bien le simple sujet, le maréchal Ferrand, et le roi tout-puissant. Ils se retrouvent dans une foi très simple, qui n'a pas besoin de prêtre en quelque sorte, et en même temps, vous le voyez aussi, c'est peut-être dans cette monarchie qui n'a pas d'intermédiaire, qui a supprimé tous les intermédiaires, eh bien, la révélation d'un manque. Il faut trouver une nouvelle forme de dialogue. Et le maréchal Ferrand, c'est un peu le porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole et qui trouvent dans leur propre conscience la force d'aller jusqu'au siège même, dans ce palais enchanté qu'était le palais de Versailles. Alors, pour conclure, je vous cite ce beau passage d'Edgar Poe, qui évoque les fantômes, qui finalement évoque cette forme vague, cette voix que ce brave homme a peut-être entendu un soir d'hiver sur la route à l'entrée de Salon. Partout, le voyageur rencontre effaré les réminiscences drapées du passé, formes ensevelies qui reculent et soupirent quand elles passent près du promeneur, formes au pli blanc d'amis rendus il y a longtemps par l'agonie à la terre et au ciel. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Oui. Voilà. Moi, ce qui m'intrigue, c'est la date, parce que le 8 décembre, c'est la fête de la bière. Voilà. Immaculée Conception à Lyon. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'Immaculée Oui, Conception. mais c'était déjà la fête de la bière dans la tradition, avant l'Immaculée Oui, Conception. c'est intéressant. Alors la Vierge n'apparaît pas. On parle d'une femme. Oui, alors, on ne parle pas de la Vierge. Vous voyez, c'est un fantôme, on n'aurait pas qualifié de fantôme la Vierge. Vous voyez, et d'ailleurs, c'est une très bonne remarque, madame. Mais c'est très net. La Vierge apparaît essentiellement à des enfants, à des bergères, pas des adultes. Il y en a beaucoup d'apparitions mariales. Dans la région, si je vous ai montré Notre-Dame du Los, mais c'est pas la Vierge. À Goult aussi. Comment? À Goult, Oui, il y a beaucoup de. Mais c'est une très bonne. C'est pas la Vierge. Oui. Alors là, il n'aurait pas. Vous voyez, si ça avait été un montage, il n'aurait pas osé. C'est pour ça que c'est mieux que ce soit un. Vous voyez là, un fantôme, c'est un revenant. C'est quelqu'un de mort qui revient. Qui revient de l'au-delà. La Vierge, c'est forcément. Elle aurait pu dire, je ne sais pas, faire la leçon, j'en sais rien. Oui, mais vous avez Faire passer un message. Oui, on peut avoir un message similaire. Par rapport à la guerre, à aucun justement, moment on n'ose parler de la guerre. Oui, oui, j'ai même pas osé évoquer la guerre parce que c'est un autre domaine. Vous voyez, je veux dire, on est là quand même dans un monde des âmes qui errent. Et c'est les fantômes, ce sont les âmes qui errent. La Vierge, elle n'erre pas. Elle est toute. Le terme de fantôme a été. Oui. D'accord. Le fantôme de.
et vous voyez, c'est quelqu'un qui parle, c'est un... Saint-Simon dit l'habit royal, lui c'est à la fin finalement, oui, c'est à la fin d'un processus, Saint-Simon, qui résume tout ce qu'il a pu comprendre. Mais c'est une personne, c'est un homme ou une femme, vous voyez, qui apparaît, mais ça ne peut pas être la Vierge, parce que là il y aurait eu, je pense que dans l'imaginaire du temps, on ne peut pas traiter la Vierge. Et est-ce qu'elle peut avoir un message? Alors, vous avez raison, il y a eu la même chose, alors je l'ai traité dans le livre, au même moment, vous avez le message de Marie Alacoque à Paray-le-Monial. Alors, Marie Alacoque, elle a des visions du Christ. Elle a des visions du Christ, et vous savez, alors il procède, il prend son cœur, il met son cœur à la place. Alors elle a eu beaucoup de difficultés d'ailleurs elle-même, les gens ne voulaient pas la croire, elle a été longtemps un peu tenue à distance, mais alors est apparue au XIXe siècle, au moment de la grande dévotion, vous voyez, lorsque le Sacré-Cœur apparaît à Paris, lorsque vous construisez le Sacré-Cœur, c'est après la guerre de 70, apparaît l'idée, que même les érudits ne remettent pas en cause, qu'il y aurait eu, que le Christ, que Marie Alacoque aurait eu un message pour Louis XIV, lui demandant de mettre le Sacré-Cœur sur ses étendards, de le mettre à Versailles partout, etc. Parce que, vous voyez, bon, je vais regarder ça avec beaucoup de prudence, parce que c'est visiblement une tradition qui est apparue après la guerre de 70, on a dit, mais on a trouvé des documents qui racontaient ça. Mais, là aussi, c'est quand même très délicat, mais par exemple, Jean Lebrun, Jean Lebrun, qui était un grand savant, qui était probablement très pieux, mais lui ne remet pas en cause, il ne dit pas que c'est pas vrai. Vous voyez, c'est un très grand savant, il a étudié ces choses-là, donc ça veut dire qu'il considère qu'il peut y avoir eu ces lettres de Marie Alacoque, ces messages de Marie Alacoque pour Louis XIV. Mais le thème de la réminiscence fantomatique, dans les pièces de théâtre à l'époque, c'était le cas. Tout à fait. Donc c'est pas quelque chose. Mais dans Shakespeare, par exemple, il y a dans Shakespeare. Bien sûr. Oui, justement, vous voyez, c'est pour ça que quand on dit. Et chez Molière. Oui, mais alors, le Molière, c'est un catholique. Souvent, on dit que les protestants n'aiment pas ne croient pas aux fantômes, mais il y en a dans les pièces de Shakespeare, qui étaient dans un monde protestant. Donc ça veut dire que. Mais il y en a. Le Buckingham, vous voyez, dans le château des Buckingham. Les Anglais croient aux fantômes. En Grande-Bretagne, tout le monde croit aux fantômes. Mais vous voyez, c'est assez étonnant parce que les protestants étaient assez réticents. Vous voyez, la grande attaque. Ça n'a rien de nouveau sur le soleil, comme dirait. Oui, c'est. En maman. Si vous estimez que c'est un montage, concrètement, comment ça aurait pu se passer un montage des Capucins auprès d'un homme qui était d'une naïveté pas forcément très élevée? La foi du charbon. Et c'est quelqu'un qui serait venu avec un Capucin qui aurait mis un drap sur sa tête et qui aurait fait c'est possible? Après, je sais pas. À la fin du XVIIIe siècle, on le dit. Ah oui, voilà. On dit, c'est un montage. Alors, il y a même, vous voyez, alors ça fait une 20 bien regarder parce que c'est très compliqué. C'est des récits locaux. Vous voyez, quelqu'un dit qu'il a connu quelqu'un qui avait connu le prêtre qui avait organisé ça. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est à la fin du XVIIIe siècle, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a 30 ans plus tôt entendu quelqu'un qui était déjà à la fin de sa vie sur un événement qui avait eu lieu 30 ans plus tôt. Et donc il dit, mais oui, il y a eu, on s'est mis, parce qu'il y avait des sortes d'arcades qui existent toujours, d'ailleurs si je me souviens bien, près de la chapelle, il s'est mis en haut, ils ont mis et lui aurait eu donc une sorte de, soit il serait tombé, vous voyez, l'idée que la potion qu'on lui donne, c'est les potions que font les moines. Une petite drogue. Oui, petite chartreuse. Voilà, c'est plutôt une chartreuse. Alors, Tenvin est amusant parce qu'il dit, mais puisqu'on en est aux hypothèses, on peut tout imaginer. Une potion hypnotique, un effet d'hypnose, et puis bien sûr les extraterrestres. Vous voyez, parce qu'il écrivait en 90, il y avait, vous savez, toutes ces histoires d'extraterrestres. Donc, mais vous savez, ça vient vite. Je vais vous raconter pour vous faire rire. Je suis donc allé à Salon quand je préparais ce livre pour voir la maison. Donc on voit bien parce que Tenvin a fait des plans anciens. Donc il suffit de compter, c'est la troisième maison à partir du portail des Capucins. Donc devant la maison, c'était vers 8h du soir, il y avait un petit jeune, un peu
la débrouille. Le magasin, c'était un magasin de téléphone portable, hein, mais pas neuf, hein, et donc c'était pas. On n'est pas que des portables. Voilà. Donc il était en train de parler devant la maison. Alors moi j'ai attendu qu'il dise sa procédure, il devait avoir une date d'année. Et puis alors je me présente, je lui dis que je travaille à ça. Alors il dit, regarde dans mon lit. Ah oui, c'est ma maison, hein, c'est ma maison. Oui, alors c'est assez grand, hein, c'est sur 2 étages, un peu en long. Parce qu'il faut imaginer comment ça pouvait être, comment soigner les chevaux. Alors c'est pas non plus très très simple. En plus il est assez nombreux. Et donc je lui dis, on peut visiter, il dit, bien sûr, on va visiter. Alors je n'ai pas visité le premier étage, mais j'ai évité de lui dire, on va aller dans la cave. Dans la cave, une très grande cave, comme ça, à peu près comme ça. Et puis, vous voyez, je lui ai raconté toute cette histoire. Je lui disais bien, mon copain, là, il y a des choses qui bougent dans la cave. Il y a encore. Le fantôme, oui, c'est vite, hein, en 10 minutes, le fantôme était réapparu. Il est revenu. Il était revenu. Ce qui frappe beaucoup, on se plaint beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui, mais ça fonctionnait de la même manière à l'époque. Oui, hein. oui. Alors ça, C'est-à-dire, votre remarque est très juste. Votre remarque est très juste. Je suis fasciné dans les explications. On dit les masses qui sont le long du chemin, les gens se sont réunis. Donc ça veut dire que tout le long du chemin, les gens étaient prévenus. Donc il y avait la nouvelle avait circulé. Le bouche à oreille était très fort. Et oui, c'est ça, l'information. Et c'est ça que voilà, c'est ce que montre cette affaire. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est même pas non plus une bataille importante, mais cet événement, la nouvelle a circulé, a intéressé les gens et a pu les mobiliser sur le chemin. Bien, bravo. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est le livre de Monsieur Guény, prix du libraire, et un grand merci à vous, Merci. cher monsieur. Ne plus casser, on peut plus. Ah oui, il faut le... Voilà, on va y arriver. Je sais pas.